Justine, Bonjour Laïla. merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour nous parler de ton parcours qui, j'en suis sûre, va inspirer beaucoup de personnes qui cherchent leur voie, une voie qui a du sens. Pour commencer cette interview, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu d'où est-ce que tu viens, tes origines, tes racines? Oui, avec plaisir. Donc, je suis Justine et je suis née à Lyon en 90. Ça commence à dater. Hem, j'ai un parcours, varié et très riche. J'ai fait des études dans le sanitaire et le social. J'ai enseigné dans ce milieu-là. J'ai aussi pratiqué, On va pour y en revenir. finir, dans une boutique de robes de mariée. Ouais. On va y revenir. Tu nous donnes une bonne introduction de ton parcours. Et donc, avant d'aller dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels étaient tes rêves de métier quand tu étais enfant? J'en ai pas un en particulier. Je rêvais juste de m'épanouir, professionnellement. Après, j'ai jamais conçu un avenir, professionnel, sans travailler Hmm. voilà, avec l'humain. Ça, c'était assez important et puis D'accord. j'étais passionnée d'art donc je voulais mêler, ce côté artistique, dans mon métier. Hmm. Ce que je n'ai pas fait de suite, mais ça ne m'a jamais quittée. Waouh. Et donc, quels étaient tes choix au niveau du lycée en termes d'orientation? Quelles ont été les études que tu as choisies à ce moment-là? Un choix guidé par la raison, Mm. mais avec un soupçon, quand même de folie pour moi. J'ai fait un bac littéraire et artistique et j'ai après passé les concours des beaux-arts que j'ai eus, puis Mm. des concours dans des écoles sociales que j'ai eues aussi et la raison a pris le dessus. Je suis partie en école de sociale. Ah, waouh, ok. Ah oui, c'est intéressant, ouais. Et donc, tu disais une école dans le social, c'était des écoles privées ou c'était des écoles publiques à l'époque? À l'époque, Mm. encore aujourd'hui d'ailleurs, on a une partie d'écoles, publiques et puis une partie d'écoles privées. Moi, j'avais fait une sélection d'écoles privées pour le coup. Oui, ouais, ouais, je te pose cette question. Alors, je dis à l'époque, on fait partie de la même génération, donc il n'y a pas Ouais. justement ça. Et puis, c'était juste pour voir, parce que comme tu disais que t'as été prise dans cette école, c'est que j'imagine qu'il y avait certainement des examens d'entrée, et c'est pour ça que ça m'a fait peut-être penser à ça. Ouais, c'était une école, privée effectivement qui évaluait le niveau de ses futurs élèves pour les en Et partie c'était- l'excellence des statistiques, on va ouais, dire. Ouais. ok, super. Et c'était pour faire quel métier, du coup, quand tu as choisi de façon, on va dire, avec la raison, cette voie, tu souhaitais faire... Le le BTS, économie sociale et familiale, il mène à un certain nombre de métiers, donc j'avais pas un métier en tête, hormis être, travailleur social et pouvoir accompagner des personnes dans le besoin. Mais sinon, c'est plutôt mon parcours, qui m'a menée à ce métier, autre de mandataire judiciaire. Mais sinon, Hmm. j'avais pas d'idée en tête précise. D'accord. Donc, tu as fait ce BTS en économie et sociale, tu disais. Ouais. Et quels ont été tes premiers pas au niveau professionnel à l'issue de ce BTS? J'ai fait un an de césure après le Mhm. j'ai arrêté un an, mes études après l'obtention de ce BTS, dans lequel je me suis vraiment épanouie, mais qui était vraiment très prenant. J'ai travaillé en tant que pionne dans un lycée. J'ai pas le terme technique, assistante d'éducation peut-être aujourd'hui, je ne sais pas. Surveillante, oui. Ouais, surveillante, mais en tout cas, j'étais dans ce métier-là et puis je continuais à travailler aussi, en centre de loisirs puisque j'étais diplômée de BAFA, puis je travaillais, dans les centres de loisirs depuis mes 16 ans et puis à la suite de ça, c'est une rencontre, qui m'a dit, voilà, qui m'a accompagnée sur ce métier de la tutelle et de la curatelle. Donc, après les 1 an, un peu coupée de ce milieu-là, j'ai repris des études complémentaires pour Mhm. pouvoir exercer, auprès des personnes, qui ont besoin de mandat de tutelle et de curatelle d'État. Mhm. Waouh, ok, Mmh. super intéressant. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est la tutelle, la curatelle, la différence pour des personnes qui ne connaissent pas? Ça fait un petit moment que j'ai quitté le milieu depuis, mais les mandats de curatelle et de tutelle, ce sont des mandats qui sont donnés par le tribunal Mhm. d'instance
par un juge, puisqu'il y a eu une alerte ou, un besoin en tout cas pour une personne qui est en situation d'avoir, un accompagnement adapté. Et la tutelle et la curatelle, c'est différents degrés. Il y a encore des degrés en dessous et puis il y a des degrés aussi au sein même de la tutelle, au sein même de la curatelle et ce sont des degrés d'accompagnement, de représentation de la personne en fonction de ses besoins et ça, c'est défini par un rapport de médecin expert, toute une enquête sociale et puis, une enquête, psychiatrique qui après passe en jugement dans quelque chose de très restreint, de très clos et d'abordable. Mmh. Hem, pour qu'après le juge décide de quel mandat il va conseiller et de ce fait, mandater un curateur, un tuteur, qu'il soit familial, associatif et ou indépendant. Moi, j'ai travaillé en association, donc c'était l'association pour laquelle je travaillais qui était mandatée et nous, on exerçait les mandats de l'association. D'accord, super. Et tu as exercé dans ce métier pendant combien d'années? Eh bien, j'ai commencé à 21 ans, Mmh. j'ai fait en coupure, j'ai dû faire une 6 ans, mais coupée puisque j'ai enseigné entre-temps. Mmh. Mmh. Et quels sont les autres métiers, que tu as pu, occuper, dans le social durant ta carrière, on va dire, dans ce Alors, métier en tant que tel, non. Mission plutôt humanitaire, et puis bénévole surtout, oui, puisque j'ai été, membre de la Croix-Rouge française où j'ai fait pas mal de choses, j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Donc j'ai intégré la Croix-Rouge pareil à 20 ans où, j'ai été secouriste, j'ai géré un département de secours avec une centaine de bénévoles. Et puis, j'ai fait de l'alphabétisation, c'est-à-dire j'ai transmis, la langue française aux étrangers pour qu'ils passent, des diplômes. J'ai accompagné un camp d'enfants de réfugiés demandeurs d'asile, pour une semaine. Donc il y a pas mal de missions comme ça qui est ma mission principale à la Croix-Rouge, c'était dans le secourisme et dans le management, mais mmh. c'est plutôt pas un métier, mais une passion et puis Mmh. que j'ai exercée en étant formée, auprès de Super. la Croix-Rouge pendant 8 ans, Waouh. Et qu'est-ce en qui plus de mon métier. en plus de ton métier. Et qu'est-ce Mmh. qui t'a plu justement dans ce métier que tu occupais et ces missions, tout autour, de l'humain? Qu'est-ce qui te passionnait? Qu'est-ce qui te faisait vibrer, dans ce milieu? Bah, c'était l'accompagnement. Mmh. C'est le cœur de je pense de mon noyau, d'existence, on va dire. C'était mettre, ses compétences au service des autres Mmh. et grandir avec eux puisque, avec, chaque, personne, on apprend, on grandit, on se développe et puis je trouvais que c'était une ressource incroyable de vie. Mmh. Waouh. Et à quel moment est-ce que du coup, tu as, comment dire, ressenti, l'envie ou l'appel du changement, l'envie de voir autre chose? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? J'ai eu 2 enfants, très rapprochés. Hem, j'ai quitté l'enseignement, pour repartir dans le social et puis j'ai retrouvé les mêmes problématiques, dans ces 2 secteurs. Des problématiques de moyens et des attentes grandissantes, Mmh. avec des moyens qui, n'étaient pas présents et Mmh. donc du coup, j'ai trouvé ça assez maltraitant et j'ai fait le choix d'arrêter de passer la main, Mmh. de fatigue. Waouh. Hem et donc je de fatigue parce que j'avais eu mon premier enfant et que j'attendais mon deuxième enfant. Hem Et stratégiquement, travailler dans ces secteurs-là avec des salaires qui sont quand même peu élevés n'était pas avantageux, par rapport à mes 2 gardes d'enfants. Donc volontairement, j'ai arrêté, non pas étant très épanouie mère au foyer, loin de là, mais j'ai apprécié quand même, chaque moment et puis ça m'a permis d'évoluer aussi. Mmh. De grandir, de me reposer sur qui j'étais après ces 2 naissances et ce que je souhaitais, pour, moi, pour l'avenir. Et comment est-ce que tu es allée, vers le domaine, du mariage? Est-ce que tu t'es fait accompagner? Est-ce que tu as fait un bilan de compétences? Du tout. Est-ce que Non, j'ai horreur de ça. ou, J'ai toujours app un j'ai bilan de appris par passion, j'ai soi-même. envie de dire, Non. mais est-ce que voilà, en tout cas, la question, c'est plus, est-ce que tu as été accompagnée ou est-ce qu'au contraire, tu as eu vraiment c'était quelque chose en toi que tu savais que tu voulais faire depuis toujours?
Comment est-ce que t'es venue l'envie d'être dans les robes de mariée? Alors c'est très étonnant, mais moi ça m'a jamais intéressé le mariage. Hem, c'est pas du tout un rêve de petite fille, j'étais pas du tout convaincue de vouloir me marier. Il y avait quelque chose en moi qui me faisait perdre, ma posture de femme et d'indépendance avec ce milieu-là. Enfin, j'étais très, c'était énigmatique et puis à la fois ça appelait des valeurs très profondes en moi qui me révoltaient. Cependant, bah, j'ai rencontré mon conjoint en 2016 et puis là, c'est devenu comme une évidence quand il m'a demandé en mariage après la naissance de nos 2 enfants. J'ai accepté. Ça a été un long chemin, mais j'ai accepté parce que j'avais foi en lui et puis que Mmh. j'acceptais cet engagement-là auprès de lui. Hem, c'est à travers mon parcours d'essayage de robes de mariée que je me suis rendu compte qu'on avait une énorme industrie face à nous et là, ça m'a révoltée. Heu, j'ai été révoltée par ce système-là, du fait qu'on mette le mot mariage, d'avoir, des choses complètement énormes et grandissantes et surtout un manque d'écoute. Mmh. Je sortais de grossesse, j'étais pas à l'aise dans mon corps, j'allaitais encore, je suis arrivée tardivement pour, chercher ma robe. J'ai commencé les essayages en mars pour un mariage en juin, ce qui est très, très tard dans ce domaine-là. Je voulais quelque chose de déjà conçu parce que je voulais pas qu'on conçoive pour moi. Je me Mmh. sentais pas légitime de passer la porte d'une boutique de robes de mariée et puis une fois l'avoir passée, l'expérience était catastrophique. Donc j'ai fini par faire autrement pour ma robe et puis là, je me suis dit que je tenais quelque chose et ça m'appelait. Donc j'ai ouvert au Bon Cœur, accompagnée d'une première associée qui a quitté le navire, assez rapidement et puis j'ai pris la main de toute l'ampleur de cette boutique. Waouh! En quelle année est-ce que tu as ouvert, donc ta boutique Au Bon Cœur qui est, en Oui, Haute-Savoie? ouais, en Haute-Savoie, à Thonon-les-Bains. J'ai ouvert le 2 janvier 2023. Waouh! Et est-ce que tu proposes donc du sur-mesure, des créations que tu réalises toi? Est-ce que tu travailles avec des créateurs? Comment est-ce que tu choisis ces créateurs? Eh bien, c'est une bonne question puisque c'est une boutique alternative. C'est le premier dépôt-vente, de Haute-Savoie, Savoie et un peu plus largement sur la Suisse. J'ai conçu Au Bon Cœur en le testant dans une pépinière d'entreprise de 20 m². Le concept a pris. Au début, c'était un dépôt-vente uniquement pour les particuliers, donc ils venaient m'apporter leurs robes et puis on était l'après-covid, donc on avait eu beaucoup de mariages annulés, de changements de robes, de changements d'envie, donc j'ai récupéré des robes neuves, non Mmh. portées, non ajustées et donc j'ai fait un stock comme ça. Donc j'ai démarché, j'ai vendu le concept, j'ai récupéré des robes en dépôt-vente et au bout de 6 mois, je n'avais plus rien. Ça avait complètement pris. Donc là, il fallait que je trouve un local à part, plus grand pour avant la fin de mon bail qui durait 1 an et puis, que je réinvente l'approvisionnement des stocks de la boutique. Donc effectivement, j'ai ouvert aux professionnels. Les professionnels, c'est une multitude de possibilités. On a les boutiques avec leurs modèles d'expo, les collections qu'ils arrêtent, les modèles, achetés mais non retirés et puis on a les créateurs, les maisons de couture. Donc aujourd'hui, je travaille avec des maisons de couture françaises, avec, des maisons de couture qui arrêtent ou les modèles d'expo, les présentations de collections, les prototypes et les marques internationales. Donc en fait, on a un ensemble de déposants sur France et à l'étranger en limite proche qui approvisionnent la boutique. Waouh! Waouh! À ça, on complète effectivement, j'ai une couturière, qui est, professionnelle et styliste modéliste qui va venir faire un modelage de chaque pièce, donc un ajustement des modèles en fonction des besoins, des envies, des morphologies des clientes. Puis, on propose effectivement le sur-mesure où on vient tester des modèles existants, faire des choix de matière sur échantillon, dessiner la pièce et puis après la réaliser, pour la cliente. Mmh. Waouh, super! Donc Mmh, assez complet. Tu as commencé, voilà, sur une idée, un mmh, concept et maintenant, un concept qui est bien développé, bien ancré. mmh. Et comment est-ce que tu as fait justement pour basculer puisque, tu venais, du social, tu n'avais pas forcément fait, d'études par exemple par rapport à la morphologie. Comment est-ce que tu t'es adaptée à ce nouveau métier, à ce nouveau, domaine?
En décloisonnant les pensées. Mmh. Je ne me suis absolument pas basée sur un code morphologique justement. Mmh. J'ai plutôt utilisé ce que je savais le mieux faire, c'est-à-dire l'écoute Mmh. et le regard porté. Je vais avec, toute discrétion, poser mon regard sur la cliente pour pouvoir comprendre son langage corporel, ce qui est assez facile et pouvoir venir accompagner dans un choix. Une robe de mariée, c'est pas simple à trouver, ça a rien à voir avec le prêt-à-porter. On a des envies qui sont, qui s'émulsionnent via, Pinterest, Instagram, tout ce qui est réseaux sociaux. Mmh. Donc, je vais partir de ce que la cliente pense, ressent, pour aller travailler avec elle sur des coupes, des matières, des formes. On fait un entonnoir. J'ai l'habitude de dire: «C'est le laboratoire des possibles». Il y a Mmh. pas de limite, hormis votre budget et votre imagination. On va tester, moi j'entends et je vais tailler jusqu'à la robe ici qui pourrait vous correspondre, si elle existe ici. Parfois, ça l'est pas et on redirige vers des concepts à côté, vers d'autres boutiques traditionnelles qui ont des modèles d'expo et qui commandent. Mais c'est vrai qu'on vient accompagner, écouter et puis la morphologie, ben, moi, j'en ai un petit peu rien à faire et je décloisonne tout ça. On libère les corps et on fait selon ce que les gens ressentent. Après, effectivement, je sais quelles coupes vont mieux, mais si Mmh. je vois que c'est pas ces coupes-là que les clientes aiment, je ne vais pas forcément les inciter à aller les essayer. Par contre, dans un premier temps, on va essayer un large choix, à Mmh. voir si la cliente a des blocages sur certaines choses ou pas. Parfois, il y a besoin de plusieurs essayages, Mmh. parfois il y en a besoin que d'un. Il y a beaucoup de mythes autour de l'essayage de la robe de mariée et je pense qu'il faut absolument déconnecter ses oreilles et son cerveau et simplement aller chercher le vrai pour soi au fond de son cœur et ça, c'est le plus réel possible et du coup, j'ai beaucoup d'essayages où on est, sur la première fois et finalement on trouve la bonne robe. Après, quand on a beaucoup d'essayages et des freins, il y a des fois des parcours de vie de femme qui font qu'il y a des freins sous-jacents, Mmh. des blocages qui sont pas conscientisés, qui sont Mmh. pas, exprimés, mais qui bloquent l'essayage de robe de mariée et là, avec tout mon tact, je les accompagne et j'arrête la séance et je leur dis: «Revenez plus tard» et je leur explique un peu pourquoi j'en suis à cette démarche-là, mais surtout je ne cristallise rien de mauvais et je laisse l'ouverture à elles de pouvoir aller explorer ce qui les bloque avant de choisir. Waouh, super. Mmh. Et tu disais que toi, quand c'était ton cas, donc tu cherchais ta robe en mars pour juin, qui était, Ouais, très un délai assez court. Quel est le ouais délai idéal, pour une personne qui se projette, dans son mariage? et bah, ça dépend du concept. Alors Mmh. ici, chez Au Bon Cœur, toutes les robes sont en stock, je n'ai pas de commande et donc du coup, c'est seulement le temps de l'atelier de Mmh. finalement de modelage, de couture qui va être important. Puis là, on est quand même assez rapide. En 15 jours, la robe peut être faite en fonction des besoins, mais moins quand on a des situations de grossesse, de maladie Mmh. ou de mouvements de poids, de volume, Oui. des modifications corporelles de manière large. Là, on se rapproche au plus de la date du mariage. Mais dans les choses confortables, on fait les retouches 3 mois avant. Dans le moins confort et l'urgence, on peut aller dans les 10 jours avant le mariage. J'en ai encore qui viennent, hein, pour dans 3 semaines. Elles se marient, elles ont pas la robe parce qu'il y a un contexte particulier, parce qu'on écoute et on comprend et donc on accueille, donc moi je n'ai pas forcément de délai à proposer. Le mieux, c'est quand les gens sont prêts. Mmh. Waouh, c'est si bien dit. Pour OK. des boutiques traditionnelles, il y a des commandes à passer, donc ils sont dépendants des délais de fabrication, de livraison, de réception et après de Mmh. modelage Oui. entre guillemets. Donc du coup, là, les délais sont plus longs. Il faut bien s'y prendre une bonne petite année à l'avance, ouais. Mmh. Et par rapport, donc aux périodes de l'année, on entend souvent, dans les idées reçues, les mariages, c'est souvent au printemps, en été. Est-ce que toi, Mmh. tu ressens justement cet afflux, au niveau de cette période ou bien, il y a autant de mariages en hiver, en automne? Comment ça se Eh passe? bien, effectivement, les périodes changent, les lieux, des fois, sont plus attractifs en termes de tarifs sur l'automne ou la fin, l'été indien, l'automne, l'hiver. Aujourd'hui, les gens se marient toute l'année, toute saison. Hem, il y a pas une saison qui se ressemble. Je pourrais pas dire,
J'ai eu un mois de janvier calme, hein, ce sera toujours comme ça. Il y a absolument ouais, aucune ligne directive là-dessus. Mhm. C'est un peu chaque mois sa surprise. Et, euh, et je suis quand même assez bookée toute l'année parce que du coup, on a les essayages. Après, on fait des essayages intermédiaires. Je leur propose de revenir une fois qu'elles sont coiffées, maquillées pour essayer la robe, pour avoir une idée du résultat. Je conçois aussi les bijoux. J'ai gardé cette patte artistique. Donc, du coup, on fait les bijoux sur mesure, les coiffes, etc. Et puis après, on a la prise des mesures et puis l'essayage intermédiaire en cours de conception et puis après la livraison. Donc en fait, toute l'année, Oui. c'est complet. Ouais, Mhm. à ce Et prix. c'est assez pris. Ouais. Tant mieux. C'est que voilà, c'est déjà ce que tu proposes est de qualité Mmh. et c'est aussi un gage. Voilà, c'est pour ça que aussi tu dois être complète toute l'année, certainement par rapport à la qualité de l'accompagnement que tu proposes. En tout cas, j'ai entendu Je pense beaucoup de que belles choses ah sur merci! Je pense que ça Booker. convient à certaines, d'autres à moins, mais c'est ça qui est riche aussi. Oui, bien sûr. Et donc, par rapport, donc, tu disais que tu avais ouvert ta boutique en 2023. En Mmh. 2 ans, est-ce que tu sais aujourd'hui combien de robes est-ce que ça représente? Est-ce que tu sais combien de mariages tu as pu accompagner? J'ai accompagné depuis le départ, et puis c'est croissant, environ 200 mariés. Ah. Donc c'est pour moi, à mon échelle, c'est beaucoup Mhm. et je suis très reconnaissante, à chaque fois et puis après j'ai 1000 idées pour développer le concept donc je mets les 2 pieds dedans puis on verra bien ce que ça donne, in fine. Génial. 200 mariés. Est-ce que tu as eu l'occasion parfois d'assister à ces mariages? Oui, Ouais. la première cliente d'Au Bon Cœur m'a conviée à son mariage, c'était l'année dernière et c'était très émouvant. J'ai eu d'autres invitations que j'ai moins honorées parce que je me sens pas, légitime d'y être, mais par contre, elles reviennent souvent après pour m'en parler, me montrer les Wow. photos et me donner à faire part, donc Mhm. ça, Génial. c'est assez Et chouette. qu'est-ce que tu ressens, toi, du coup, quand tu sais que tu as accompagné la personne et qu'elle a été ravie, qu'elle a passé une superbe soirée dans sa robe? Qu'est-ce que tu ressens? Beaucoup de reconnaissance. Mm. Je suis très émue qu'elles aient pu, choisir, Au Bon Cœur et puis, qu'elles aient marqué l'histoire, en fait, d'Au Bon Cœur puisque chaque cliente vient écrire, cette page-là de l'histoire de ce concept, de cette marque puisque la marque est déposée et c'est très riche. Heu, Elles apportent chacune quelque chose qui repart pas, qui reste et qui grave cette histoire-là. Et donc, tu disais Au Bon Cœur, une marque qui est déposée. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu l'origine de cette marque, de ce nom de boutique? Bah non, ça c'est venu comme ça. Heu, Ah, j'ai réfléchi, c'est venu comme une évidence, donc je pourrais même pas raconter une histoire, particulière. bah, c'est déjà son histoire alors. Voilà, donc on va rester Waouh. très simple. Hmm. Génial. Oui, c'est en tout cas, ouais. Donc, super intéressant. Je crois on a répondu à pas mal de questions. Merci pour cet échange. Merci de nous avoir fait déjà découvrir ton parcours, comment tu as basculé du social vers les robes de mariée, comment aujourd'hui tu as pu accompagner 200 mariés, même plus, même si celles qui Mmh. n'ont pas pris une robe dans la boutique. Qu'est-ce que tu dirais, Justine, à des personnes qui souhaitent changer de voie mais qui n'osent pas? D'aller chercher en eux pourquoi ils n'osent pas. Je pense que d'aller chercher la source de leurs barrières pour pouvoir accompagner cette source-là, ces peurs, ces craintes qui peuvent tomber et d'aller expérimenter. Moi, on m'a dit et ça m'a marqué, la vie est une expérience, il faut expérimenter et je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire par étapes, pour laisser tomber quelques barrières ou parce qu'il y a aussi, des devoirs, des droits qu'on a et Mm. puis qu'il faut accomplir. Mais je pense qu'il faut aller chercher la source réelle de ce profond, de cette profonde crainte avant de se lancer. Est-ce que ça en vaut la peine de se lancer quand on a des Ça en vaut la verrous? peine, oui, parce que
très épanouie dans mon travail et puis, pour le temps que ça prendra parce qu'il se peut que j'en ai marre un jour et puis dans ce cas, c'est OK de transmettre. J'ai aucun souci de transmission de mon job. J'aime d'ailleurs ça, c'est pour ça que j'ai enseigné et puis je prends encore des stagiaires, beaucoup au centre de la boutique, qui accompagnent, toutes mes années, dans différents stades d'évolution de 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 futurs métiers ou d'âge et ça, c'est assez intéressant et puis c'est surtout que moi, l'ouverture de ce concept, j'ai créé tout un réseau de professionnels, avec qui j'ai une confiance et que je construis puisqu'on vient d'ouvrir notre boîte de production, on a produit notre premier court-métrage documentaire, du rêve à la réalité et là, on est sur l'écriture du deuxième et on produit des shootings, des tournages pour particuliers professionnels. Donc en plus d'une boutique, de la création de bijoux, on développe la production et l'événementiel et puis du coup, c'est une charge de travail immense, mais alors ça nous fait bondir, grandir, évoluer, apprendre, d'une manière incroyable. Génial. Et qu'est-ce que, du coup, en dernière question, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite, Justine? De pouvoir, rayonner davantage, que l'entreprise et le concept rayonnent davantage et surtout qu'on puisse encore, mettre plein d'étoiles, dans les yeux des femmes et les aider à se choisir aussi. Waouh, je te le souhaite en tout cas. Merci Mer infiniment. Merci Laïla.